Bonjour à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous pour le premier webinaire de ce cycle autour des enjeux de lutte contre la pauvreté en milieu rural. Donc, je m'appelle Kessie Jordier, je suis chargée de mission cohésion territoriale au sein du Centre de ressources politique de la ville et cohésion territoriale ville et territoire Occitanie, que certains d'entre vous connaissent sans doute déjà. Pour la petite présentation, je travaille à la fois sur le volet urbain de la politique de la ville et sur le volet ruralité du pacte des solidarités, entre autres. Et c'est donc avec plaisir que je serai votre animatrice durant ce webinaire ainsi que les deux autres à venir. Donc, ce webinaire est enregistré et sera mis en ligne sur le site de Ville et Territoire Occitanie dans les jours à venir. Et donc, je vous invite à couper votre caméra si vous ne souhaitez pas apparaître. Je vous invite également à couper vos micros afin d'éviter tout bruit parasite durant la présentation. Et si jamais vous avez des questions, je vous invite à les poser directement dans le chat et nous dédierons en fin de webinaire un temps aux échanges avec les participants, à vos questions. Et voilà, un temps sera dédié pour répondre à toutes vos interrogations ou pour approfondir les éléments que vous souhaiterez approfondir. Voilà, je vais laisser Éric Pélisson prendre la parole. Bonjour mesdames et messieurs, je suis Éric Pélisson, commissaire à la lutte contre la pauvreté auprès du préfet de région et je suis très heureux effectivement de l'organisation à ma demande de ce webinaire, de cette série de webinaires sur la lutte contre la pauvreté en milieu rural par Ville et Territoire. La lutte contre la pauvreté, vous le savez, est née de plusieurs grandes lois. On peut penser à la loi sur le RMI en 1988, on peut penser à la loi de lutte contre les exclusions en 1998. Et depuis cette époque, l'État s'est doté de plans pauvreté dont la durée est assise sur le mandat du président de la République. Alors, je saute directement de 1998 à 2017. Lors de sa première élection comme président de la République, Emmanuel Macron avait constaté qu'on agissait en fait en verticalité, en tuyau d'orgue, et pas suffisamment en transversalité. Et donc, il a créé une délégation interministérielle, la délégation interministérielle à la prévention et la lutte contre la pauvreté. Et en 2019, il a donc fait prendre un décret qui crée la fonction de commissaire à la lutte contre la pauvreté à raison de 1 commissaire dans chacune des régions, directement placé auprès du préfet de région pour montrer l'importance de cette politique publique. Le commissaire est seul, sans secrétariat, sans chargé de mission, l'objectif n'étant absolument pas de recréer une nouvelle administration, mais d'essayer de faire fonctionner ensemble l'ensemble des acteurs, des administrations, pour une coordination à la fois territoriale et thématique, en dépassant les clivages verticaux des différents ministères. Voilà pour ce qui est de la présentation de la délégation et des commissaires. La politique publique s'est appelée Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté entre 2017 et 2023. Elle a commencé en réalité en 2018 parce qu'il y a eu un temps de discussion avec les grandes associations d'élus. On peut penser à l'Association des départements de France, par exemple. Et puis, elle a dépassé d'un an, en 2023, un an après la réélection du président de la République, le temps de concerter la nouvelle politique publique qui s'appelle maintenant Pacte des solidarités. Alors, le Pacte des solidarités comprend 25 mesures nationales qui se déclinent partout. On peut penser, par exemple, au chèque énergie. D'autres mesures ne se déploient que dans certains territoires. On aura peut-être l'occasion de dire un mot des cantines sociales, des cantines rurales à tarification sociale, qui sont soutenues par l'État à raison de 3 € par élève pauvre qui mange à la cantine dans les territoires pauvres. Et puis, des mesures effectivement mises en œuvre par des contractualisations, donc des contrats locaux des solidarités avec les départements ou les métropoles, mais aussi des pactes locaux des solidarités conclus avec les communautés de communes et communautés d'agglo les plus pauvres de la région, 30 sur 141. Voilà pour présenter rapidement la politique publique. Alors, un mot rapide également pour dire pourquoi nous avons souhaité, dès 2023, travailler sur la pauvreté en milieu rural. Il faut savoir d'abord que la pauvreté n'est pas, mais les personnes présentes ici aujourd'hui le savent, n'est pas limitée à la ville. À peu près un tiers des personnes pauvres d'Occitanie habitent dans les quartiers de la politique de la ville, qui concentrent davantage de pauvreté, de précarité. Un autre tiers habite en milieu urbain diffus, que ce soit les petites villes, les moyennes villes, les grandes villes, mais dans les quartiers
somme toute tout à fait banal, mais un troisième tiers habite en milieu rural, la ruralité évidemment étant appréhendée dans toute sa complexité, puisque nous avons des territoires périurbains en proximité et en attractivité des villes, nous avons des territoires ruraux dynamiques, nous avons des territoires ruraux isolés ou en déprise, nous avons des territoires de montagne, des territoires littoraux, bref, l'ensemble des ruralités telles que l'INSEE les avait définies dans une étude de 2021. Ma collègue commissaire en Auvergne-Rhône-Alpes avait lancé dès 2022 une expérimentation de lutte contre la pauvreté en milieu rural qui nous a inspirés avec Villes et Territoires. Et donc aujourd'hui, nous allons vous présenter le retour d'expérience de 3 communautés de communes engagées dans un appel à manifestation d'intérêt qui a fonctionné de 2023 à 2025, que nous venons de conclure il y a quelques mois et qui permet d'avoir un premier retour d'expérience. Quel est l'objectif de la lutte contre la pauvreté en milieu rural? Bien entendu, de faire connaître les dispositifs nationaux, mais aussi d'accompagner les dynamiques locales, de les accompagner en essayant de les structurer. Et si je me suis appuyé sur Villes et Territoires, c'est parce que j'ai eu l'intuition très forte que la pauvreté en milieu rural pouvait se traiter de la même façon que la pauvreté en milieu très urbain des quartiers de la politique de la ville. En effet, au-delà des quelques crédits qui sont apportés spécifiquement en politique de la ville, et il ne faut pas se faire d'illusions, par habitant, ça ne représente pas énormément. En réalité, l'apport principal, ça a été la structuration d'un dialogue permanent entre les acteurs, à la fois au niveau de la gouvernance, avec des comités de pilotage, des comités techniques, des comités de financeurs, etc., avec des appels à projets pour financer des actions, mais du coup avec une méthode tout à fait intéressante qui se compose d'un diagnostic, qui se compose d'un dialogue des acteurs et qui permet effectivement de développer ce que j'ai appelé une ingénierie que nous allons vous présenter aujourd'hui. Comment avons-nous travaillé sur la lutte contre la pauvreté en milieu rural dans les 3 communautés de communes qui vont se présenter et présenter leur action. Sans plus attendre, je rends la parole à Kessie et aux 3 intervenants que je remercie. Merci beaucoup, Eric. Donc, ce webinaire sera découpé en plusieurs parties. On va y arriver. Le diaporama est plus pressé que moi, pardon. Donc, comme le disait Eric, je vais revenir un peu sur les pactes locaux des solidarités. Ensuite, je vous présenterai l'AMI, pauvreté en milieu rural, sa structuration, les différents temps et ce que ça a pu apporter au territoire. Suite à quoi je vous laisserai avec 2 témoignages, parce que 2 des 3 territoires qui ont été retenus sont présents aujourd'hui pour nous faire part de ce que ça a changé, ce que ça a apporté concrètement à leur territoire. Et ensuite, 2 points sur à la fois les principaux enseignements de l'AMI et ensuite les facteurs de réussite d'une stratégie locale de lutte contre la pauvreté. Donc, comme je vais revenir très brièvement là-dessus, mais le pacte des solidarités, c'est 4 priorités thématiques. Donc, en prenant le relais de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté 2019-2023, le pacte des solidarités 2024-2027 marque l'engagement de l'État et des collectivités territoriales dans la prévention et la lutte contre la pauvreté. Et donc, ce pacte national des solidarités se structure lui-même autour de 4 priorités thématiques qui sont comme vous le voyez à l'écran, prévenir la pauvreté et lutter contre les inégalités dès l'enfance, amplifier l'accès à l'emploi pour tous, lutter contre la grande exclusion par l'accès aux droits et enfin construire une transition écologique et solidaire. Donc, concrètement, en termes de déclinaison territoriale, on a 2 pans avec d'un côté les contrats locaux des solidarités qui sont conclus entre l'État et les départements ou entre l'État et les métropoles, et enfin les pactes locaux des solidarités, donc, qui sont l'objet pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui, qui sont quant à eux menés à plus petite échelle auprès de PCI identifiés au préalable par la préfecture de région comme étant prioritaires, selon différents critères. Donc, selon l'instruction interministérielle du 12 juin 2024 relative
je me rappelle plus exactement du nom de l'instruction de m'excuser, mais relative au déploiement des pactes locaux des solidarités. La méthodologie, elle s'articule selon différents éléments. Donc, un pilotage qui regroupe le préfet de département, le commissaire à la prévention et la lutte contre la pauvreté, les services déconcentrés de l'État et les sous-préfets d'arrondissement. Une gouvernance locale avec une forte importance de la dynamique partenariale, collectivités, services de l'État, associations, entreprises, personnes concernées. Et donc qui souligne l'importance de la mobilisation des forces vives du territoire, point sur lequel nous aurons l'opportunité de revenir un peu plus tard. Cette gouvernance locale permet de faire émerger 2 à 3 priorités stratégiques et les textes nous permettent de soit créer une instance, soit de s'appuyer sur une instance déjà existante afin de limiter l'effet millefeuille administratif qu'on connaît déjà assez bien en France. La 3e étape, c'est l'identification et la mise en œuvre des actions avec des pilotes et des actions précises, un comité technique, l'élaboration d'indicateurs d'évaluation, plus les enjeux de mesure d'impact. Enfin, la contribution des partenaires, donc une mobilisation de moyens humains, logistiques ou financiers, l'adoption d'une logique de conférence des financeurs et la mobilisation, si possible, de financement européen. Sur le format, il est laissé à l'appréciation des territoires. Néanmoins, la signature d'un document engageant les acteurs mobilisés est attendue. Et enfin, les crédits alloués à la structuration de ces pactes locaux des solidarités doivent être totalement engagés. Donc, ça, ce sont les éléments qui permettent de cadrer finalement ce que sont les pactes locaux des solidarités. Ces pactes sont à penser comme des espaces d'innovation sociale où on tirera des projets qui répondent à des besoins identifiés localement en s'appuyant sur l'ensemble des acteurs locaux disponibles. Finalement, les pactes locaux des solidarités entendent cibler des territoires particulièrement exposés à la pauvreté et ces déclinaisons locales favorisent l'émergence de projets partenariaux donc, comme je le disais plutôt, qui mobilise l'ensemble des forces vives d'un territoire. Et puis, en supplément des orientations ministérielles, la volonté locale est de pousser à des démarches stratégiques semblables à la politique de la ville par le biais de notre diagnostic, de la mise en cohérence des actions, de la mobilisation du partenariat, une définition d'une stratégie avec des axes clairs, des publics cibles et des actions à impact. Et en 2025, la priorité a été donnée aux territoires ruraux et aux publics particulièrement touchés par la pauvreté, que ce soit les familles monoparentales, les personnes isolées, les personnes âgées, les travailleurs pauvres, travailleurs précaires, etc. Et finalement, les actions qui sont portées dans le cadre des pactes locaux des solidarités doivent s'inscrire en complémentarité avec les différents contrats ou autres schémas ou voire toute autre feuille de route départementale qui existe dans le champ des solidarités. Donc, ces projets peuvent être portés par toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités parmi celles identifiées au préalable par la préfecture de région, par un consortium d'acteurs mobilisés derrière un chef de file porteur du budget ou à défaut toute association, fondation ou collectif associatif reconnu et déjà investi localement autour d'un projet structurant pour le territoire. Donc, concrètement, ces pactes locaux, ce sont des leviers pertinents pour structurer une approche intégrée de la lutte contre la pauvreté, y compris en lien avec les poches de pauvreté urbaine, ce qui implique de privilégier des articulations pragmatiques construites à partir des priorités locales, de ressources disponibles et des dynamiques partenariales existantes, tout en assurant une lisibilité de l'ensemble. Sur les projets qui ont été retenus. Donc, je vous donne un léger aperçu des différents projets qui ont été retenus. Donc, on a des projets à la fois sur quasiment tous les départements, quasiment tous les 13 départements de la région Occitanie. Certains des projets que je vous présente ont été financés uniquement en 2024 lors de la première vague des pactes locaux des solidarités, d'autres uniquement en 2025 et certains à la fois en 2024 et en 2025. Donc, ce sont des projets qui vont à la fois sur des thématiques
qui balaye à la fois les thématiques telles que la petite enfance, la mobilité, l'accès à l'alimentation, l'insertion socio-professionnelle, le soutien à la parentalité, l'accès aux droits, les enjeux de précarité du bâti, enfin de précarité en termes d'habitat, notamment avec les actions portées par Montpellier sur les bidonvilles. Les publics touchés sont à la fois les jeunes, les familles, les personnes les demandeurs d'emploi de façon plus large. On a également des actions en termes de thématiques qui touchent à tout ce qui est alimentation, mobilité, etc., etc. Donc voilà, ça c'est pour la présentation des pactes locaux des solidarités pour vous donner un panorama du type de projets qui ont été retenus. Certains se rattachent à un seul axe du pacte des solidarités, comme d'autres peuvent se rattacher à plusieurs axes, c'est-à-dire les éléments que j'énumérais plus tôt, prévenir la pauvreté dès l'enfance, l'emploi pour tous, l'accès aux droits, la transition écologique et solidaire. Pour ce qui est de l'AMI pauvreté en milieu rural, donc l'élément dont nous allons tirer principalement nos conclusions aujourd'hui. Donc cette AMI, qu'est-ce que c'est? Donc en 2023, le commissaire donc Monsieur Éric Pélisson ici présent, a souhaité engager une dynamique spécifique en direction des territoires ruraux confrontés à des taux de pauvreté élevés, à des fragilités structurelles et à une offre de services jugée parfois insuffisante ou dispersée. L'objectif étant de soutenir 2 à 3 intercommunalités volontaires prêtes à s'engager dans une démarche territoriale structurée de lutte contre la pauvreté en leur apportant une ingénierie dédiée, une coordination renforcée et un appui méthodologique sur 2 ans. Donc, sur ces 24 mois, cette AMI s'est décomposée en 2 phases. Donc, une première phase de diagnostic territorial approfondi et une seconde de mise en œuvre du plan d'action. Donc, les territoires éligibles devaient être situés en zone de revitalisation rurale. Donc, désormais, c'est France Revitalisation Rurale, avec un taux de pauvreté supérieur ou égal à 20% ou un potentiel fiscal inférieur à 200 € par habitant. Donc, les 3 EPCI qui ont été retenus dans ce cadre sont la communauté de communes du Haut-Val-Espire dans les Pyrénées-Orientales, la communauté de communes des Monts d'Alban et du Villefranchois dans le Tarn et la communauté de communes du Piémont-Cévenol dans le Gard. Et finalement, cette expérimentation, elle visait à quoi? Elle visait à tester dans des contextes ruraux variés une démarche permettant d'objectiver des fragilités existantes à travers un diagnostic complet, qualitatif, quantitatif, partenarial, de structurer une stratégie d'action cohérente, pragmatique et adaptée aux réalités locales, de renforcer la coopération entre acteurs institutionnels, associatifs et professionnels de terrain, de favoriser l'implication des participants, élément qu'on sait indispensable, mais qui reste malgré tout difficile en milieu rural, et puis enfin de préfigurer une politique publique régionale de lutte contre la pauvreté en milieu rural, transférable à d'autres territoires. Donc, à noter également que cette AMI a également introduit une exigence forte avec les enjeux d'une évaluation centrée sur l'impact des actions et de la démarche en elle-même. Et donc, un protocole d'évaluation commun a été travaillé avec les territoires et adapté à leur réalité et leurs attentes vis-à-vis de la démarche expérimentale. Donc, autre élément à savoir, les 3 intercommunalités qui ont été retenues dans le cadre de l'AMI présentent des contextes socio-territoriaux distincts, mais elles partagent tout de même des enjeux communs, notamment la ruralité prononcée, les fragilités sociales structurelles, la dispersion de l'offre de services et des besoins accrus en matière d'accès aux droits, accès aux soins, à la santé, à la mobilité et au logement, entre autres. Donc, pour mieux illustrer ce que c'est cette AMI, je vais laisser la parole tout d'abord à Amandine Rouquette, de la communauté de communes des Monts d'Alban et du Villefranchois qui nous présentera le projet qui a été porté dans le cadre de cette AMI, à savoir que la communauté de communes des Monts d'Alban et du Villefranchois est un territoire rural de 14 communes avec environ 6 400 habitants.
Donc voilà, avec des problématiques sociales qui sont fortement liées à l'isolement géographique, le vieillissement, l'isolement social, la faiblesse de l'offre de mobilité, une importante présence d'assurés agricoles aux revenus modestes, la dégradation du parc de logement et bien d'autres problématiques que je laisserai le soin d'aborder à Amandine. Donc je t'en prie. Merci Cassie. Bonjour à tous. Donc, je suis Amandine Rouquette, chargée d'action sociale sur le territoire des Monts d'Alpin et du Villefranchois. Donc voilà, nous avons décidé de répondre à l'appel à manifestation d'intérêt contre la pauvreté en milieu rural en octobre 2023. Un diagnostic de territoire en fait avait déjà été élaboré dans le cadre de la Convention globale territoriale globale, la CTG, et il avait déjà permis voilà, d'objectiver les besoins, d'identifier les fragilités du territoire. Voilà, comme l'a dit Kessie, qu'il s'agisse du vieillissement de la population, des difficultés de mobilité, de l'accès aux droits ou de la précarité de certaines familles. Pour mieux répondre du coup à cet appel à manifestation d'intérêt, en fait, le choix qui a été fait par la communauté de communes, ça a été de passer par un recrutement et non par un bureau d'études. Et c'est comme ça en fait que je suis du coup arrivée sur ce poste, donc il y a 2 ans, ce poste de chargé d'action sociale sur le territoire. Donc l'objectif principal de mon travail était de préparer les conditions préalables à la création d'un centre intercommunal d'action sociale. Ce besoin avait déjà été repéré dans le diagnostic qui avait été fait lors de la CTG. Et cet AMI répondait aux critères pour pouvoir permettre le développement de ce projet-là. Donc voilà, je vais donc vous présenter le travail que nous avons mené pour la création de ce centre d'action sociale, donc un CIAS sur notre territoire. Donc l'ambition, c'était clairement de pérenniser et d'ancrer durablement l'action sociale sur le territoire et de la relocaliser surtout puisque voilà, nous sommes un peu dépendants de la grande ville qui est à proximité où tous les services sont centralisés. Euh, donc voilà, dans un contexte du coup de mutation des besoins sociaux, d'isolement croissant de certaines populations rurales et de la complexification des dispositifs, il nous paraissait indispensable de structurer une réponse coordonnée, lisible et adaptée aux réalités locales. Mais pour que ce projet soit pertinent et partagé, nous avons choisi de prendre le temps. Donc pendant 2 ans, nous avons conduit un véritable travail d'acculturation à l'action sociale et notamment auprès des élus. Donc pourquoi nous avons choisi ce temps long? Parce que l'action sociale elle recouvre des champs variés qui passent de la prévention à l'accompagnement, à l'accès aux droits, la lutte contre l'isolement, le soutien aux familles, etc. Et qu'il était nécessaire de construire une culture commune. Donc nous avons mis en place différents groupes de travail pour travailler sur ce projet de CIAS auquel nous avons convié des habitants, puisqu'effectivement, comme l'a dit Kessie, c'est primordial d'intégrer les habitants à toutes ces actions de pacte des solidarités. Et des élus, bien sûr, pour après pouvoir prendre des décisions au niveau voilà, des élus. Donc ces espaces, ces groupes de travail, voilà, ont permis d'échanger, de mieux comprendre les enjeux sociaux du territoire, d'identifier les marges de manœuvre aussi, et de lever certaines représentations. Le fait que les habitants puissent être présents, effectivement, ça a permis de casser certaines représentations que des élus pouvaient avoir à propos des personnes en difficulté. Donc en parallèle, nous avons mené un travail tout aussi important auprès des partenaires sociaux, les travailleurs sociaux, les professionnels du médico-social, les associations caritatives et tout autre acteur de terrain. Euh, L'objectif était vraiment de recréer un véritable réseau local, puisque sur un territoire rural comme le nôtre, il y a des ressources qui existent, mais elles sont parfois dispersées et donc deviennent peu visibles et ou insuffisamment articulées. Donc mon travail, ça a été voilà, de favoriser l'interconnaissance des professionnels, de fluidifier les échanges entre eux et de poser les bases pour une coopération durable. Ce maillage territorial, c'est aujourd'hui une force puisque voilà, ça fait 2 ans qu'on l'a mis en place et il constitue vraiment un des fondements du futur CIAS.
Donc nous avons pour cela créé des moments de rencontre que l'on a nommés Thé partenaires. Donc ce sont des moments d'échange informels qui permettent de se rencontrer. On traite différentes thématiques lors de ces rencontres. Voilà. Nous avons aussi souhaité développer des actions concrètes et visibles pour traduire une véritable volonté d'aller vers les habitants. Donc, nous avons voilà, choisi de travailler du coup en démarche d'aller vers. Donc, dans un premier temps, je me suis d'abord formée à cette méthodologie pour pouvoir la maîtriser au mieux et pouvoir ensuite la mettre en place sur notre territoire. Donc, nous avons ensuite pu mener des actions du type aller tenir un stand lors de la foire mensuelle dans un des villages du territoire pour rencontrer les habitants. La présence voilà, sur une foire banale, en fait, a permis de faciliter le dialogue, de recueillir certains besoins, d'orienter, d'informer et parfois aussi simplement d'écouter ce qu'avaient à dire les habitants du territoire. Donc voilà, cette démarche, elle illustre vraiment notre conviction que l'action sociale ne doit pas être uniquement descendante ou administrative. Elle doit être vraiment mobile, accessible et humaine. Aujourd'hui, donc, la création de ce CIAS s'inscrit dans une démarche cohérente et progressive. C'est le fruit d'un diagnostic territorial solide, d'un travail politique partagé, d'une acculturation des élus à l'action sociale, d'une mobilisation des partenaires et d'une présence renforcée auprès des habitants. Ce projet ne vise pas seulement à gérer des dispositifs, il vise vraiment à construire une politique sociale de proximité, coordonnée et durable. Il s'agit vraiment de renforcer la solidarité locale, de mieux accompagner les publics fragiles, mais aussi de prévenir les ruptures sociales. Donc le CIS n'était pas une finalité en soi, mais c'était un outil au service d'un projet de territoire. Et aujourd'hui, voilà, cet outil a vu le jour en janvier 2026 et c'est le début de la structuration de notre politique sociale territoriale. Pardon. Merci beaucoup, Amandine. Merci pour ces éléments. Si jamais vous avez d'ores et déjà des questions pour Amandine, vous pouvez les poster dans le chat. On y reviendra à la fin des présentations. Pour ce qui est du témoignage suivant, on laissera désormais la parole à Madame Julie Bell de la communauté de communes du Piémont-Cévenol, qui est la communauté de communes la plus vaste parmi les 3 territoires retenus, avec 14 communes et 22 000 habitants environ. Donc, avec notamment des enjeux de vieillissement de la population, un fort taux de jeunes sans emploi ni formation, un important déficit en logements sociaux, un habitat fortement dégradé et une mobilité contrainte dans un territoire mal desservi. Donc, ces éléments étant étalés, je te laisse, Julie, la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Julie Bell, je suis coordinatrice du projet social de territoire de la communauté de communes donc, du Piémont-Cévenol. Donc, je porte en partie ce projet puisque initialement, nous avons décidé de répondre à cet appel de la manifestation d'intérêt sur la lutte contre la pauvreté et la prévention de la précarité, car les orientations ça étaient les mêmes visées par le projet social de territoire du Piémont-Cévenol, qui en gros rassemble la convention territoriale globale de la CAF, mais aussi des projets en lien avec la MSA. Donc, nos orientations étaient vraiment de pouvoir réduire les inégalités, favoriser l'inclusion sociale et en portant une attention particulière aux facteurs de fragilité et dans une perspective préventive. Donc, l'idée a été à la base de faire un recensement des actions qui se passaient sur notre territoire, qu'elles soient internes à la communauté de communes ou externes. Donc, toutes les actions dont on connaissait l'existence, avant de répondre à cet appel à manifestation d'intérêt, voir comment on pouvait
ancrer cette AMI sur notre territoire sans faire un millefeuille. L'objectif, c'était vraiment de ne pas ajouter un projet aux autres projets et de faire des empilements, mais de pouvoir travailler ensemble, conjointement, de pouvoir renforcer notamment les actions que nous avions déjà entreprises ou modifier certaines ou alors en créer des nouvelles pour nous permettre de répondre aux besoins des personnes en situation de fragilité sur notre territoire. Donc voilà le premier travail qui a été réalisé. Nous avions déjà un diagnostic de territoire grâce à ce PST, ce projet social territorialisé, mais nous souhaitions vraiment pouvoir observer avec une expertise fine les différents indicateurs et les différents publics en situation de fragilité sur notre territoire, ce qui est très difficile puisque on a tout ce qui est secret statistique, vu que nos communes sont assez petites, notamment la plus grosse fait 3800 habitants. Donc, nous avons choisi de faire appel à un cabinet spécifique qui nous a fait un diagnostic général où on lui a demandé aussi d'appuyer vraiment sur les publics les plus en besoin sur notre territoire. Donc, grâce à ce cabinet, nous avons pu faire un état des lieux et puis une cartographie d'où se situaient les principaux pôles de pauvreté, de précarité, mais aussi et surtout ce qu'on voulait savoir, c'était les risques de basculement dans la pauvreté ou la précarité. Donc vraiment pouvoir étudier ce qu'on a appelé, ce qui s'appelle la quasi-pauvreté, associée à des facteurs de fragilité, donc que ce soit le logement, les jeunes, les familles monoparentales, etc. Donc cela nous a permis vraiment d'avoir une idée et de faire un état des lieux sur notre territoire. On y a associé la population par un questionnaire auquel les différents services de la communauté de communes d'accès aux droits nous ont grandement aidés en aidant les personnes qui étaient notamment le plus éloignées du numérique, puisque c'était un questionnaire numérique, de pouvoir y répondre. On a quand même eu 350 réponses des habitants, ce qui nous a permis vraiment d'affiner les pressentis et l'état des lieux qui avaient été faits par le cabinet d'études. Et nous avons aussi souhaité pouvoir travailler avec des institutions ou des partenaires avec lesquels on n'arrivait pas encore à travailler régulièrement. Donc cette AMI nous a permis déjà de réembarquer les personnes avec qui nous travaillions dans le projet social territorialisé, mais aussi de pouvoir toucher des nouvelles associations, des nouvelles institutions pour travailler avec nous, et notamment lors d'un lancement sur un séminaire qui a rassemblé pas mal de partenaires et qui nous a permis aussi de définir des actions prioritaires. Contrairement à la communauté de communes précédente, nous n'avions pas d'action à proprement parler, on va dire. Nous avons choisi de sélectionner des axes qui étaient prégnants du Pacte des solidarités, mais on a travaillé quand même au départ sur la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. Donc, nous avons choisi quand même 5 axes prioritaires qui étaient la jeunesse et l'insertion, l'accès aux droits, le vieillissement et la précarité, l'isolement relationnel et les questions de santé. À partir de ceci et du séminaire multipartenarial, nous avons travaillé en lien étroit avec les services concernés qui ont pu monter des actions, proposer des actions en lien avec ces thématiques et de lutte contre la pauvreté.
Donc aujourd'hui, nous en sommes à un plan d'action qui est en train d'être réalisé et qui est vraiment descendu d'un état des lieux, d'un travail avec les habitants, d'un travail multipartenarial et qui est redescendu dans les services en fonction des compétences de chacun. Je passe sur la conclusion où on va parler déjà je ne sais pas si c'est le moment, mais des conditions pour moi de réussite qui sont indispensables. C'est le socle et les fondations nécessaires à la réussite de ces projets. Ils sont bien sûr sur l'engagement et l'inscription politique de ces thématiques-là, mais aussi et surtout le développement d'une culture commune, que ce soit avec les élus, les habitants et les différents services et partenaires. Donc pour moi, il est indispensable d'avoir vraiment un travail en amont, que tout le monde puisse travailler ensemble et aller vers les mêmes objectifs de prévention de la précarité sur le territoire. Merci beaucoup, Julie. Merci, Kessie. Merci beaucoup. Du coup, je vais embrayer sur la suite de cette présentation. Là, vous avez à l'écran qui s'affiche un petit schéma. C'est un petit exercice qu'on a fait avec les 3 territoires lauréats de l'AMI sur la question de la coopération. Donc, pourquoi la coopération? Parce que ça constitue concrètement un levier central à la dynamique de lutte contre la pauvreté en milieu rural, à la fois en tant que posture de travail, en termes de modalités d'action et en termes de conditions de pérennisation des dynamiques engagées. Donc, concrètement, ce que vous pouvez, pour lire ce schéma, on a en gris tout ce qui relève du champ sémantique de la coopération. Donc, c'est non exhaustif, bien entendu, puisque ça revient, c'est la traduction d'un exercice qu'on a fait dans le cadre de cette AMI. Mais du coup, le champ sémantique de la coopération avec tout ce qui est confiance, humilité, être une équipe, travailler ensemble, poursuite d'un but commun, transversalité, lien, échanger, co-construction, dynamique gagnant-gagnant. Sur l'intérêt à coopérer et les acteurs concernés, on a recherché et s'appuyer sur des compétences, l'utilité et l'efficacité, aller chercher ceux qui peuvent combler nos lacunes, chercher les personnes volontaires, donc ça c'est sur le qui. Tout ce qui est bleu entouré de rouge, c'est sur les acteurs concernés. Chercher l'expertise et la pertinence, aller vers un objectif commun. Donc on retrouve ce champ lexical du commun à la fois dans ce qu'est la coopération et quel est son intérêt, mieux atteindre l'objectif commun avec la population, avec toutes les parties prenantes et avec la présence des élus. Il y a aussi l'enjeu de connaître ses limites quand on coopère, notamment pour une intercommunalité rurale, ça va être où commencent et s'arrêtent ses compétences. Et puis enfin, les freins et limites qui peuvent être rencontrés dans la mise en œuvre concrète des démarches partenariales sont le manque de confiance, notamment entre les partenaires, une faible interconnaissance, le manque d'écoute, l'importance de rendre compte de l'importance de la vie des personnes pour éviter le repli, une petite coquille, vous m'excuserez, la fierté qui peut être un frein également, l'opposition aux valeurs des familles quand on monte des actions à destination des familles. Parfois, on pense qu'on va dans leur sens, mais ça s'oppose à leurs valeurs. Le manque de temps, les enjeux de financement, les postures contraires à l'intérêt commun et la nécessité de lâcher prise. Donc voilà, grosso modo, ce sont des éléments qui, selon nous, nous ont apparu comme importants pour comprendre comment travailler ensemble sur les territoires ruraux. Et puis, au-delà de la nécessaire coopération entre les différents acteurs présents sur le territoire, que ce soit les collectivités, les acteurs institutionnels, les services de l'État, les associations, etc. Concrètement, quels sont les effets de l'AMI sur les territoires?
Donc, ces effets, on les a analysés à 3 différents niveaux. Donc, dans un premier temps, au niveau politique. Donc, c'est une expérimentation qui a contribué à légitimer la prise en compte de la pauvreté en milieu rural, à fédérer progressivement les élus autour de ces enjeux et également à inscrire ces questions dans des dynamiques territoriales. D'un point de vue technique, l'AMI a favorisé la transversalité entre les services. Enfin, déjà, le partage d'informations entre les services, une certaine transversalité, le développement de nouvelles compétences, ainsi qu'une meilleure structuration des projets, notamment en s'appuyant sur des diagnostics partagés. Et puis pour les publics, même si on n'est pas encore à ce stade sur l'évaluation concrète de ce que ces actions ont pu, de la façon dont ces actions ont pu impacter les publics, on peut quand même se rendre compte que les diagnostics ont permis aux intercommunalités de disposer d'une connaissance plus fine des besoins et des situations de pauvreté et de précarité, même si, donc comme je le disais, les effets concrets sur ces publics restent encore majoritairement à consolider dans la durée. Et puis surtout, ce qu'on peut se dire, c'est que cette AMI a constitué un levier structurant pour impulser des dynamiques partenariales durables, renforcer l'organisation interne des intercommunalités, on va y arriver, et préparer une projection politique intercommunale de la lutte contre la pauvreté à partir de 2026, qui venir sur ce qui a trait aux facteurs de réussite dans la construction d'une stratégie rurale de lutte contre la pauvreté. Ce qu'on a pu isoler, c'est notamment 2 grands principes. Donc, en premier, penser l'intérêt à mutualiser, que ce soit au niveau des collectivités locales, mutualiser les actions, enfin, en raison de la faible densité de la population, de l'éloignement des services publics, des difficultés de mobilité, et je passerai les autres enjeux qu'on a déjà pu aborder en début de webinaire, les communautés de communes ont un fort intérêt à mutualiser certaines compétences afin de toucher un maximum les habitants, et notamment les plus isolés, donc dans une optique d'efficacité, d'efficience, et puis surtout d'accessibilité des services à toutes et à tous. Et puis, dans cette mutualisation, il y a plusieurs formes qui sont possibles finalement, mais de façon non exhaustive. On peut penser à tout ce qui est regroupement de CCAS, création d'un CIAS, à l'instar de ce qui se passe dans les mondes allemands et du Villefranchois. La coopération, encourager les coopérations entre différentes structures locales, notamment les structures de l'économie sociale et solidaire. On peut penser aussi à tout ce qui se passe avec la création de PETR, etc. Deuxième grand principe qui nous est apparu dans ces conduites de projet, c'est l'importance de créer une culture commune, en tout cas sur le sujet qui nous concerne sur la pauvreté, afin au-delà d'impliquer, consulter, informer tous les acteurs locaux, les habitants et les élus, et également les techniciens, il est question de pouvoir parler un langage commun avant même d'agir. Il faut que l'ensemble des acteurs mobilisés disposent d'un socle commun qui parle, entre guillemets, le même langage et partent des mêmes constats. Et notamment en s'appuyant à la fois sur l'expertise d'usage des habitants et sur l'expérience de terrain des acteurs locaux, dont les acteurs associatifs. Et ce sont des éléments qui favorisent l'adhésion des acteurs à un projet, son adhésion, son appropriation, et permettent donc, dans le temps long, de le légitimer, de l'inscrire dans la durée. Donc voilà pour les 2 grands principes. Et puis finalement, les grands éléments qui ressortent également, c'est l'importance de se doter d'une gouvernance et d'une ingénierie dédiée. Donc typiquement, comme l'ont pu vous présenter à la fois Julie et Amandine, donc avoir une personne ou une équipe qui coordonne le projet au quotidien, ça assure une certaine lisibilité de l'action, ça facilite le reporting, ça facilite énormément à la fois le montage des projets et la restitution aux acteurs locaux, aux partenaires et aux habitants. Une certaine importance dans le fait d'installer une gouvernance qui soit claire, stable et active pour assurer notamment une coordination efficace à la fois des services de l'intercommunalité, des partenaires locaux et des habitants, avec un élu référent, un copil, une équipe projet, des temps de restitution et j'en passe. Et puis surtout, ce qui est indispensable,
c'est d'identifier les acteurs locaux qui sont susceptibles d'intégrer la démarche, voire même de l'enrichir. Sur le deuxième point qui est apparu sur l'ensemble des 3 conduites de projet, et qui était inscrite dans la structuration même de l'AMI, c'est la nécessité de s'appuyer sur une réalité objective et du territoire, donc par la production d'un diagnostic partagé du territoire qui permette ensuite de définir des priorités locales en cohérence, comme on l'a abordé un peu plus tôt, avec les compétences de l'EPCI, et donc en déterminant quelles sont les problématiques prioritaires, cibles, et quels sont les objectifs qu'on y accole. Et puis une fois qu'on se lance dans cette dynamique de diagnostic, c'est pouvoir également adapter le format du diagnostic en s'appuyant notamment sur les ressources qui sont déjà disponibles. Donc, autres diagnostics qui sont formulés dans d'autres cadres contractuels, les données CAF, les données de l'INSEE, les analyses des besoins sociaux, et j'en passe. Et puis, le format final de ce diagnostic doit aussi tenir compte de la temporalité dans laquelle s'inscrit le projet. Si c'est un projet qui s'inscrit dans un temps plus court, on partira pas sur un diagnostic qui dure 12 mois, par exemple. Et puis, et puis qui soit aussi adapté aux ressources en interne. Donc, que ce soit un diagnostic en interne ou externalisé via cabinet d'études. Le troisième point, c'est la définition d'un programme d'action réaliste, lisible et surtout adapté aux réalités locales. Donc, à partir des priorités qui auront été définies dans le cadre du diagnostic, c'est construire une feuille de route. Donc, quelles actions on priorise, avec quels partenaires, quels indicateurs de suivi et d'évaluation, quelle temporalité dans laquelle peut s'inscrire ces actions, et puis quel financement. Est-ce que ce sont des financements propres de l'intercommunalité? Est-ce que ce sont des financements avec les partenaires institutionnels en fonction des thématiques retenues? Et puis, surtout, afin d'éviter cet effet millefeuille, s'assurer de l'articulation de ce programme d'action avec l'ensemble des schémas, des contrats et autres dispositifs existants localement. Donc les CTG, tout ce qui est territoire zéro non-recours ou territoire zéro chômeur de longue durée, les contrats de ville puisque certains territoires ruraux sont également en politique de la ville, et puis surtout dans une optique d'éviter toute dispersion, de favoriser une cohérence territoriale, mais aussi de valoriser les actions et les outils déjà en place. Et puis enfin, mobiliser les forces vives du territoire. Donc, on y revient toujours, donc, notamment par la construction d'une dynamique de participation citoyenne. Comme je le disais plus tôt, l'expertise d'usage des habitants est primordiale. Elle est importante à prendre en compte, et ce, à différentes phases de la conduite de projet, que ce soit durant la phase de diagnostic, pour la phase de définition des actions, pour évaluer les effets et l'efficacité des dites actions, et puis pour mobiliser ses habitants, ne pas hésiter surtout à s'appuyer sur tout ce qui est relais naturel, les associations, les centres sociaux, les CCAS, etc. Préférer les temps présentiels, penser à tout ce qui est varié, les outils de recueil, en tenant compte à la fois des enjeux d'électronisme, si on part sur un questionnaire numérique, et d'illettrisme également, à savoir que certaines personnes auront besoin d'être accompagnées, ou qu'il faudra rédiger les questionnaires en facile à lire et à comprendre. Et puis surtout, s'appuyer sur un réseau partenarial structuré dans une optique à la fois de cohérence des interventions, et puis de lisibilité, ne pas faire de doublons, et vraiment venir construire un maillage cohérent territorial par le biais de rencontres régulières, tout d'abord pour favoriser l'interconnaissance. Donc, dans la structuration du partenariat lui-même, favoriser l'interconnaissance, savoir qui fait quoi. Ensuite, ça peut aller jusqu'à la construction d'outils communs, des répertoires partagés, des fiches d'orientation, etc., etc. Donc, grosso modo, tout ça là, ces 4 points, ce sont des points qui sont communs aux 3 communautés de communes dans la conduite de projet. Et qui nous ont semblé importants de présenter à cette occasion, pardon.
Voilà. Euh, C'est tout pour cette présentation. Est-ce que vous avez peut-être des questions, des éléments sur lesquels vous souhaitez revenir? La présentation est volontairement succincte. On aurait pu rentrer davantage dans les détails, mais l'idée, c'était aussi de vous laisser un temps pour que vous puissiez poser vos questions. Et il faut savoir aussi que dans les semaines à venir, et je ne peux pas encore vous donner de date précise, mais un rapport, retour d'expérience sur la conduite de projet des trois communautés de communes qui ont pris part à cette AMI sera publié et reprendra davantage dans le détail les différents éléments, les spécificités des conduites de projet, les écueils à éviter, les conditions de réussite, et, etc. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Des questions ou des éléments que vous souhaiteriez partager, des éléments dont vous souhaitez faire part concernant vos propres conduites de projet dans le cadre de vos pactes locaux des solidarités? Bon. Je considère donc que la présentation était très très claire. N'hésitez pas aussi à dire si vous auriez aimé autre chose dans cette présentation, si elle répond à vos attentes, partiellement, totalement, pas du tout. N'hésitez pas. Sachant que c'est le premier webinaire d'un cycle et que l'idée, c'est de pouvoir approfondir tout ce qui touche au partenariat et à la participation citoyenne dans les deux webinaires à venir. Eric, je vous en prie. Oui, je veux bien reprendre la parole pour dire deux choses. La première, effectivement, c'est que cette question d'ingénierie locale que j'évoquais tout à l'heure et qui a été illustrée ici avec les trois exemples des trois communautés de communes engagées dans l'expérimentation de l'appel à manifestation d'intérêt pour voter en milieu rural, en fait, montre que c'est très intéressant pour des communautés de communes rurales. Alors, évidemment, pour un CIAS, pour une commune rurale ou pour un CCAS, mais je resterai, si vous permettez, sur l'échelle de la communauté de communes. C'est très intéressant de développer un peu d'ingénierie locale en s'appuyant notamment sur les outils que propose l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui est à la fois une politique publique sur la politique de la ville et en même temps sur France Ruralité. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit essentiellement d'aide à l'ingénierie locale. Alors, on peut penser évidemment au village d'avenir, mais moi, je pense plus particulièrement aux volontaires territoriaux en administration, qui peuvent être des jeunes diplômés, par exemple, qui ont fait un Master 2, qui ont 23-24 ans, qui ne se sentent pas encore prêts à quitter là où ils sont nés, là où ils ont grandi, le domicile familial, qui souhaitent une première expérience professionnelle d'1 an, 2 ans, et tant mieux s'ils restent dans le territoire rural, et qui peuvent effectivement tout à fait venir faire profiter le territoire rural d'une première expérience professionnelle avec un cofinancement de la NCT. Donc ça, je voulais le signaler parce que ça me paraît important et ça peut être un outil pour mettre en œuvre des actions de stratégie locale. Alors, quelle action de stratégie locale? La première, bien entendu, c'est quelque part de rembourser par des subventions publiques le coût de leur propre mission en étant un peu des chasseurs de primes et en identifiant au sein de l'ANCT, du Pacte des solidarités ou d'autres porteurs de financement des actions pertinentes. Naturellement, de plus en plus, pour financer ces actions, il faut s'appuyer sur des diagnostics. Alors, le diagnostic existe un peu partout. Cette année, avec les élections, nous allons avoir des analyses des besoins sociaux qui sont obligatoires en année d'élection dans les CCAS, les CIAS, Centres intercommunaux d'action sociale. Et alors, ces diagnostics existent. Ils ont été faits souvent dans le cadre de schémas départementaux. On peut penser au schéma des solidarités, au schéma des gens du voyage, au schéma de la petite enfance, etc., etc. Et donc, il y a tout à fait la possibilité, effectivement, d'avoir des gens qui vont monter des projets, qui vont mobiliser des partenariats, qui vont mobiliser les parties prenantes, qui vont créer des petites gouvernances locales. Alors, je ne suis pas favorable à la réunionnite, mais
c'est utile effectivement de réunir un certain nombre d'acteurs, soit de financeurs, on peut penser à la CAF, à la MSA, à la CPAM, au département, à l'État, etc., etc. Et on peut penser, bien entendu, à tous les acteurs locaux qui vont faire grandir ce partenariat en montrant que le diagnostic est partagé. Quelques exemples pour aller vite. Le premier, en Armagnac-Adour, dans le Gers, une action parentalité ne trouvait pas de financement. Elle avait été prédéfinie dans le cadre d'un diagnostic du schéma relatif donc au schéma départemental des services aux familles, piloté par la CAF et maintenant par le préfet de département. Elle ne trouvait pas de financeur et donc j'ai pu apporter dans le cadre des pactes locaux des solidarités un financement de 60 000 €. La CAF, la MSA ont cofinancé, le département, et finalement ça a pu lever la difficulté. Donc vous voyez, le diagnostic souvent est déjà fait. Souvent le schéma départemental permet de voir l'action et le pacte local va permettre de mobiliser les premiers fonds pour mobiliser financièrement les partenaires. Toujours sur cette même idée, je voudrais revenir, et on aura sans doute l'occasion d'en reparler, sur l'expérience de la communauté de communes de la Glyphe-Nouillède dans les Pyrénées-Orientales. Je l'évoquais rapidement tout à l'heure, et Kessie aussi, dans laquelle le président de la communauté de communes a mobilisé en fait l'ensemble des dispositifs verticaux, la convention territoriale globale avec la CAF, le contrat local de santé avec l'ARS, le pacte alimentaire territorial, le programme alimentaire territorial avec la direction des territoires, le projet éducatif rural avec l'éducation nationale, le contrat local d'éducation artistique et culturelle avec la direction régionale des affaires culturelles, la DRAC, etc., etc. Et donc, le pacte local de lutte contre la pauvreté a permis de montrer la complémentarité de ces actions, parce qu'évidemment, les actions d'éducation artistique et culturelle vont se situer avec les enfants de l'école, donc dans le cadre de l'éducation milieu rural, mais au centre social, c'est-à-dire financé avec la CAF. Donc on voit bien que tout cela fait partie d'une stratégie, mais chaque acteur n'en voit qu'un petit bout, ce qu'il finance. Et donc le complément de tout ça, c'est évidemment de se réunir tous ensemble une seule fois, et donc on simplifie les gouvernances. Chacun présente son action à tour de rôle, ce qu'il a fait l'année précédente, ce qu'il compte faire l'année suivante, et on comprend beaucoup mieux, évidemment, la transversalité et donc la stratégie qui est suivie. Voilà, ça c'était le premier point que je voulais souligner. Le deuxième, c'est que cette année, nous allons à nouveau avoir, on attendait le vote du budget de l'État pour pouvoir l'annoncer officiellement, mais des crédits dans le cadre des pactes locaux des solidarités. Donc d'une part, l'État ne financera que les collectivités engagées formellement dans un pacte, qu'ils soient déjà signés ou qu'ils soient assignés au cours des prochaines semaines, prochains mois. On a laissé jusqu'au 30 juin de cette année pour les acteurs qui se sont engagés fin 2025 et ceux qui sont engagés fin 2024, en principe, ont déjà signé ou ça va l'être après les résultats des élections municipales et communautaires à venir. Et donc, ces pactes locaux des solidarités seront, l'appel à projet sera publié sur le site de la DRETS dès que possible, donc après les élections. Nous laisserons probablement jusque fin juin, voire début septembre, aux acteurs locaux pour se mobiliser tous ensemble, compter sur ma successeure. Moi-même, je serai parti à la retraite au 1er avril, mais compter sur ma successeure pour pouvoir animer, participer, se déplacer là où les territoires voudront se mobiliser, soit déjà mobilisés, soit de nouveaux pactes locaux dans les territoires prioritaires. On a défini les 30 EPCI les plus pauvres d'Occitanie, notamment en milieu rural et principalement sur la côte languedocienne, je dois dire. Mais ça n'est absolument pas interdit aux autres territoires de déposer des projets. Et donc, les meilleurs projets seront évidemment retenus, d'une part sur la liste 1, c'est-à-dire les territoires prioritaires, d'autre part sur la liste 2 en fonction des crédits qui resteront, pour des petites enveloppes, mais qui permettent néanmoins de financer des projets intéressants. Donc, la méthodologie, c'est de réunir l'ensemble des acteurs à l'échelle d'un territoire, alors État, collectivités locales, donc le PCI et les collectivités qui en font partie, donc communes, CIAS, CCAS, le pays, le PETR si besoin, le département, le représentant de la région, de l'État, bien entendu, de la CAF, de la CPM, de la MSA, enfin, etc. Les acteurs locaux, les associations, pourquoi pas les entreprises. Voilà, une fois qu'on a défini ce territoire et qu'on a réuni les acteurs, on va essayer de déterminer les publics prioritaires. L'État est très sensible à 3 publics prioritaires, les enfants, d'une part,
un enfant sur 4 est en situation de pauvreté ici en Occitanie. Les femmes, qu'elles soient en situation de monoparentalité ou non, nous avons effectivement une pauvreté importante des femmes en région Occitanie. Et puis, dernier point, évidemment, les jeunes, avec un taux de pauvreté des jeunes qui lui aussi est très important. Pour les femmes en situation de monoparentalité, le taux de pauvreté dépasse les 30%, et pour les jeunes, il avoisine les 30%. Parmi les publics prioritaires, alors la liste n'est pas définitive, évidemment, tout dépend du contexte local, mais parmi les publics prioritaires, il y a également les travailleurs pauvres. Et je pense à une action tout à fait intéressante que nous avons conduite en Lozère, d'aide aux communes sur le sur le territoire de la communauté de communes de la vallée française, permettant effectivement l'acquisition de bungalows, de tiny house, de mobil-home pour pouvoir loger les personnes en insertion dans le cadre des chantiers d'insertion. Il faut savoir qu'il faut pratiquement 2 heures dans la vallée française pour aller d'un bout à l'autre en voiture de la communauté de communes, tant la circulation montagneuse est lente et difficile. Voilà, donc ça, c'était la présentation de l'appel à projet. Alors, j'ai vu que dans le chat, il y a une question autour de la liste des 30 communautés de communes en question. Je vais les remettre, cette liste, sur mon compte LinkedIn. Bon, pour des raisons de neutralité, je vais juste attendre le lendemain des élections municipales. Je n'attendrai pas les élections communautaires puisqu'elles sont au 2e degré. Hein. Ce sont les élus locaux qui voteront, mais je suis tenu à la période de réserve, donc je ne les mettrai qu'à ce moment-là. En tout état de cause, vous pouvez aller sur mon site LinkedIn qui est donc Éric Pélisson sur LinkedIn. Et puis, bien entendu, ça figurera sur le site de la DRETS en même temps que l'appel à projet. En tout état de cause, vous pouvez aussi regarder sur l'appel à projet de l'année dernière, puisque la liste est la même, c'est celle qui avait été établie à l'époque par le préfet de région sur avis de l'INSEE, qui avait établi 21 critères de pauvreté et de vulnérabilité par territoire. Dans la vulnérabilité, alors on connaît bien tous le seuil de pauvreté, hein, le taux de pauvreté, mais il y a également le taux de chômage, le pourcentage de jeunes NEET, c'est-à-dire ni en emploi, ni en études, ni en formation, etc. Donc 21 critères. Donc ces 30 communes avaient été complétées, on avait retenu 22 à l'échelle régionale par des suggestions des préfets de département qui, évidemment, étant plus proches des territoires que moi-même, nous avaient apporté cette liste complémentaire. Voilà les 2 points que je voulais évoquer autour de cette méthodologie. Je rends la parole immédiatement et je devais, hélas, devoir vous laisser et donc laisser Kessie conclure parce que je commence dans un quart d'heure, mais j'ai un quart d'heure de marche à pied à la Banque de France, une demi-journée de travail sur le lien entre mobilité, accès au microcrédit, notamment pour acquérir des véhicules, suivi budgétaire des personnes, accompagnement budgétaire, prévention du surendettement. Et on voit bien combien c'est un sujet également qui est prégnant en milieu rural, puisque la mobilité est la première difficulté qui se présente. Mais là aussi, nous avons, dans le cadre des pactes locaux, financé plusieurs actions sur la mobilité solidaire. Je laisse Kessie répondre aux autres questions. Je vous salue et je vous prie de m'excuser de mon absence pour la fin de ce webinaire. Au revoir à tous. Merci beaucoup, Eric. À bientôt. Alors, si jamais vous avez d'autres questions, je vous en prie. Sinon, je vais procéder à la conclusion de ce webinaire. Donc voilà, si on peut retenir, s'il y a des enseignements stratégiques à retenir pour les territoires ruraux, donc cette expérimentation finalement conduite sur 3 intercommunalités aux profils ruraux assez différents, elle met en lumière un certain nombre d'enseignements structurants qui eux-mêmes dépassent le cadre strict de l'AMI. Donc, ils nous permettent de constituer des repères essentiels pour toute intercommunalité souhaitant structurer une politique sociale locale, qu'il s'agisse d'un dispositif expérimental ou d'un futur ou actuel pacte local des solidarités. Et puis finalement, ces enseignements se regroupent en 5 grandes dimensions. Hein. Donc, premièrement, le fait de comprendre la pauvreté, la précarité, ces dimensions sur le territoire en question. Le fait que ce type de démarche permet de renforcer le rôle stratégique de l'intercommunalité.
la nécessité de construire une culture commune avec les partenaires, d'investir dans une ingénierie sociale pérenne et puis la possibilité par ces différents biais de développer une action publique simple, lisible et cohérente. Donc, dans le cadre de ce cycle de webinaires, les 2 prochains webinaires à venir porteront quant à eux sur l'identification et l'animation du partenariat local, qui est indispensable pour renforcer la cohérence et la lisibilité des politiques publiques. Donc, celui-ci se tiendra le 22 juin 2026, donc à la même horaire de midi et demi à 14h. Et le 3e webinaire se tiendra en septembre, très précisément le 21 septembre, de 12h30 à 14h également, et portera sur la prise en compte du vécu des habitants ainsi que l'évaluation des actions pour des démarches réellement adaptées aux réalités locales. Donc voilà, n'hésitez pas, si d'ici là vous avez des questions, des éléments que vous souhaitez faire remonter, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail qui vous a envoyé, qui est confirmation d'inscription. Vous serez destinataire de ce support de présentation auquel j'enlèverai quelques coquilles que j'ai constatées durant la présentation. Vous retrouverez toutes les ressources sur lesquelles on a pu s'appuyer dans la conduite de projet des trois, dans la conduite de projet dans le cadre de cette AMI, ainsi que les instructions interministérielles sur les pactes locaux de solidarité. Et puis, si vous n'avez aucune remarque, si vous n'avez aucune remarque ou question, je me permets de vous remercier pour votre attention et vous souhaiter une bonne après-midi.